Bonjour, désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'ai été obligé de me déplacer aux États-Unis, donc je ne pourrai pas faire mon intervention en direct. Je vais quand même essayer de vous parler de restauration visuelle à partir d'une nouvelle famille d'assistants visuels utilisant des lentilles de contact instrumentées. Le domaine d'application concerne deux causes mondiales de santé, à savoir le traitement de la myopie et de la dégénérescence maculaire. Et en ce qui concerne la dégénérescence maculaire, on a bien entendu deux cas de figure qu'on traite, la rétinitis pigmentosa, où là la dégénérescence se fait progressivement à l'extérieur, et on va tenter d'avoir des techniques qui vont permettre de reconstituer une capacité des patients de pouvoir naviguer parmi les obstacles. En ce qui concerne la DMLA, les techniques sont assez classiques de la même manière, à part que c'est inversé, puisqu'on va essayer de développer des PRL pour permettre effectivement aux patients de pouvoir utiliser ces zones qui ne sont pas affectées. En ce qui concerne le traitement de la myopie, là également c'est une cause mondiale qui concerne les jeunes, une myopie précoce, et en particulier en Asie, où on va procéder par des techniques un peu similaires, à part que on va pas se contenter en fait de viser des zones particulières, mais on va créer une technique de défocus. Bon, ces techniques sont certainement bien connues de notre part. On sait qu'on a un réflexe effectivement visuel qui va consister à éviter les flous, et en modifiant en particulier donc le tissu choroïdal de façon à pouvoir remettre au point dans des zones soit en hypermétropie, soit en myopie. Là, bien sûr, c'est la myopie qui nous intéresse. Donc, on va essayer d'éviter par ce moyen-là l'élongation du globe oculaire. Ceci s'obtient aujourd'hui à partir d'un appareillage qui est le suivant, ce sont des lunettes particulières, sur lesquelles figurent en fait des micro-optiques, alors divergentes ou convergentes, en périphérie, qui vont justement créer ces domaines de flou dans la périphérie. C'est très important que les deux parties, en particulier la partie fovéale et la partie périphérique, n'interviennent pas. Donc on sépare bien ces deux zones et qui vont générer justement ce réflexe au niveau du tissu choroïdal qui va donc essayer d'éliminer ce flou. Et donc lorsqu'on va avoir un défocus myopique, on va donc ramener, on va réduire l'élongation de l'œil. Alors aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut envisager de faire, et c'est là où apparaît la lentille de contact, c'est-à-dire qu'effectivement le fait d'utiliser une lentille de contact qui fait strictement la même chose, puisqu'on va avoir sur cette lentille équipée les mêmes éléments dioptriques. L'avantage, c'est que là, dans ce cas-là, effectivement, on peut tourner l'œil, on n'aura pas ce problème qu'on peut rencontrer avec la lentille où on a un déplacement des zones de flou dans les intervalles fovéaux qui sont quand même très gênants. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, la première lentille que vous pouvez voir ici, une lentille passive, mais on peut faire ça d'une autre manière, et c'est sur quoi je vais un petit peu insister dans ce qui va suivre. Pour ce qui concerne la DMLA, nous sommes actuellement sur un projet qui m'amène à devoir me rendre aux États-Unis rapidement, qui concerne un projet NIH sur le traitement effectivement de la DMLA avec des stimulations de zones PRL particulières. Et ce que l'on espère, effectivement, les outils que je vais vous montrer maintenant, c'est que on va avoir un gain en utilisant ces lentilles de contact pour l'amélioration de la stabilité de fixation, qui est quand même un élément très important, l'acuité, bien entendu, et la stéréoacuité, et bien sûr d'autres aspects connexes comme les latences de saccades brèves. Voilà, tout ceci est en train de s'installer avec effectivement, comme vous savez certainement, toute une batterie de tests cliniques sur un certain nombre de patients affectés par ce désagrément.
Alors, là, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Un élément important dans ces dispositifs de traitement, puisqu'on vise à attaquer la zone périphérique, c'est d'être sûr, effectivement, qu'on va pouvoir stimuler ces zones périphériques en évitant des mouvements de l'œil, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, le réflexe oculaire va, selon les stimulations, déplacer l'œil, où on peut avoir des mouvements qui sont intempestifs, et on n'est pas sûr de garantir qu'on va atteindre les zones d'apprentissage périphérique. Une façon d'y remédier consiste à utiliser des oculomètres qui permettent d'asservir, comme on peut le voir sur le petit dessin sur la droite, l'image affichée, ou les icônes, et la direction du regard pour être sûr que justement on va bien pointer ces icônes au bon endroit de la zone maculaire en général. Alors ces oculomètres, ils sont pratiques, mais en fait ils ont beaucoup de défauts pour, disons, avancer un peu plus loin dans la compréhension des mécanismes. Notamment, il peut y avoir des latences importantes entre le moment où on va détecter la direction du regard et le moment où on va envoyer le stimuli visuel. Ils sont aussi très dépendants des fluctuations d'éclairement, ce qui est quand même très embêtant, et ils sont sensibles bien sûr à tout ce qui est microsaccades, micro-mouvements, et bien entendu à des stratégies de clignement d'œil, voire d'échappement visuel. Bien sûr, nous n'en sommes pas restés là. La première étape, ça a été de concevoir ce pointeur laser, qui fait office en l'occurrence d'oculomètre, mais depuis, on a amené d'autres fonctions au niveau du dispositif, puisqu'on a rajouté des petits hologrammes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un faisceau laser qui va pointer, qui va matérialiser un spot optique, eh bien on va avoir à une distance donnée la projection d'une forme. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, vous avez ici, sur cette partie-là, la monture de la lunette, la lentille de contact est là, et un écran. Et on va avoir la projection sur cet écran d'une croix holographique qui sera directement dans la direction du regard, où pointe le regard, que le patient ne pourra pas voir parce qu'elle est en infrarouge, mais que la caméra de surveillance au-dessus pourra détecter, comme on le voit sur les scènes en dessous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer par ce biais-là où le patient ou le porteur de la lentille de contact concentre son attention visuelle sans que ça gêne absolument, disons, sa perception de l'environnement visuel. Alors, vous avez une vidéo que je vais essayer de lancer qui vous montre comment fonctionne le dispositif. Vous voyez, la lentille de contact est montée sur un œil artificiel. Vous avez pu voir ici le pixel qui s'est activé, qui s'est désactivé. Là, vous voyez qu'il va tourner sur son socle. Là, on est du côté de l'œil. Et si on regarde ce qui se passe en face, eh bien, on voit que la croix qui est projetée par la lentille de contact va identifier sur un tableau des cibles. Et tout ceci sans gêner le porteur de cette lentille de contact. Alors, là encore, c'est une première étape. Si on est capable de projeter des formes à l'extérieur de l'œil par ce principe, on peut comprendre qu'on peut faire la même chose, mais qu'on va pouvoir projeter ces formes à l'intérieur de la rétine. Et là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est-à-dire que justement, par ce biais-là, on va pouvoir activer ou projeter sur des zones de la rétine, quelles qu'elles soient, la fovea, la parafoveale, la macula, peu importe, des projections d'icônes ou de symboles. Alors, comment ça se fait? C'est un peu plus compliqué que le cas précédent, puisque cette fois-ci, le faisceau laser, il ne doit pas sortir vers l'extérieur, mais il va devoir en fait se réfléchir et projeter à l'intérieur, bien sûr en traversant le champ pupillaire, sur les zones de la rétine, et qu'elles soient très bien focalisées ou pas selon ce que l'on veut faire, des symboles, comme vous avez pu voir ici, un symbole ici un petit panneau de circulation,
Tout ceci est réalisé, alors à l'échelle, c'est à l'échelle 2, c'est par un guide de lumière qui va alimenter une batterie d'hologrammes qui vont pouvoir permettre de projeter un ensemble de symboles sur la rétine directement. Donc si vous regardez à quoi ça peut correspondre, déjà, là c'est pas pour des personnes qui sont bien sûr malvoyantes, mais on va avoir la possibilité d'afficher dans la périphérie du regard, puisqu'on n'est pas gêné donc, dans la vision centrée tout à fait parfaite, on va pouvoir afficher comme on ferait sur un head-up display ou un eye-up display, toute une série d'icônes qui vont apporter une information à la personne, bien sûr, indépendamment de son mouvement de regard. J'ai là encore une petite vidéo qu'on a réalisée sur un démonstrateur à l'échelle 2. Là, vous avez ce qui représente la vision de quelqu'un qui se déplacerait sur la chaussée et il va être informé par un système de géolocalisation d'un danger qui va venir sur sa droite. Alors, je vais faire défiler la vidéo. Donc, il marche, on lui signale qu'il y a un danger. Effectivement, il y a quelqu'un qui traverse la rue. La personne a traversé, le danger est parti, la personne peut continuer. Alors, là, aujourd'hui, où on en est? Eh bien, aujourd'hui, on est dans le stade où on est en train de passer à l'échelle 1, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est assez complet. Vous avez sur cette partie-là la lentille avec son électronique de commande, le guide de lumière, les hologrammes, il y en a 8 ici qui vont projeter sur la zone périphérique des icônes. Le guide de lumière ici qui connecte la source avec l'hologramme à travers ce système d'expansion lumineuse, mais qui inclut des optiques sur les faces du prisme et les hologrammes. C'est quelque chose qui est miniature, hein. Vous voyez la taille de cet anneau. Les hologrammes sont encore plus petits et ça c'est typiquement, je vous prends un exemple, ce qui se projette à ce niveau-là. Donc voici le guide, ouais, il est à l'échelle du modèle optique de l'œil, vous voyez qu'il se situe, il est tout petit ici, hein, et il va créer dans les zones que l'on choisira une projection de symboles ou de quoi que ce soit. Alors il peut y en avoir plusieurs, bien sûr il y en a plusieurs, et ils sont en quelque sorte activés par une commande externe qui stimulera le symbole le moment venu. Alors, on est sur un modèle très avancé qui utilise le modèle classique de Liu et Breimann sur la modélisation du calcul optique. Ce qu'il faut voir, vous comprenez bien ici, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement petit, c'est très 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 miniaturisé. La partie du guide recouvre qu'une petite partie de l'iris, vous voyez, c'est très petit. Le deuxième souci, c'est qu'il faut l'encapsuler dans des lentilles. Alors là, c'est aussi un travail très important que l'on fait avec un partenaire français qui est LCS, le laboratoire LCS à Caen, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, où on va encapsuler toutes ces fonctions entre les deux palets en fait d'une lentille de contact. Ce que je veux dire également pour terminer, bien sûr, que tout ça, ça suppose, ce sont des composants médicaux, qu'ils puissent être portés, non seulement portés qui ne présentent aucun danger pour les gens qui les portent. Vous avez par exemple sur la gauche le système qui va accompagner la lentille de contact, qui permet une mobilité. Nous avons fini les tests sur animaux. Là, nous sommes en train de faire les tests sur les bêta-testeurs, sur des humains. Là, nous avons en particulier donc des tests à la lampe à fente et aussi la recherche en quelque sorte de la qualité de l'humidité cornéenne. Et on va démarrer au mois de septembre à l'Institut de la Vision, à StreetLab, des premiers tests sur patients qui seront développés en partenariat avec l'université, l'UPMC à l'université de Pittsburgh. Voilà, je voulais simplement, bien sûr, en plus associer Béatrice Kochner, avec qui je travaille depuis longtemps dans le cadre d'une unité INSERM à Brest, la team.
disons, les entités qui sont aujourd'hui dans ce gros projet d'assistant visuel pour les dégénérescences maculaires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à tous d'être aussi nombreux dimanche matin. Et on va passer du coup, parfaite transition sur le bloc opératoire de demain avec le microscope numérique. Je tiens toujours à remercier toute l'équipe du service à la Fondation Rothschild pour tout le travail qui est fait. Alors quand on parle de microscope numérique, c'est un microscope full digital. On va demander au numérique, donc à ChatGPT, ce qu'est le microscope full digital. Et la définition qu'il donne est assez intéressante puisqu'il parle d'un microscope qui va utiliser donc ces technologies numériques pour capturer, afficher les images, non pas de manière optique, non pas avec des lentilles traditionnelles, mais tout numérisé. Et le principal avantage de ce genre d'appareil, de machine, c'est qu'il faut imaginer le futur, c'est-à-dire pouvoir être équipé de tous les logiciels d'imagerie que vous pouvez imaginer pour pouvoir simplifier vos interventions et vos chirurgies. Alors ça ressemble à quoi un microscope numérique full digital tel que celui qui a été développé par cette société? Ce microscope va vous offrir cet écran de 55 pouces qui est, pour ceux qui ont déjà utilisé les microscopes 3D positionnés sur le bas du lit du patient, mais également un écran plus petit qui peut être positionné très proche de vous grâce à ce bras en C et donc qui vous laisse une ouverture lorsque vous faites face au microscope. Voilà, bon, je vais vous passer ces détails-là pour des questions de temps, mais je vous montre un petit peu. J'ai eu l'occasion de l'utiliser toute la semaine dernière à l'hôpital Fondation Rothschild. Et vous voyez comment on s'installe. On a plusieurs possibilités d'installation, soit regarder à travers les oculaires digitaux, comme ici, soit, et ça c'est un point très important parce que ergonomiquement parlant, comme vous le savez, on est nombreux à avoir maintenant des problèmes au niveau du cou, des douleurs cervicales, des douleurs discales. Et si on veut tenir le coup sur des longues carrières, il faut faire attention à son positionnement au bloc opératoire. Et donc ce type de microscope est d'une grande utilité pour cela. Alors en plus de l'écran, en plus du binoculaire, vous avez également le moyen d'utiliser le grand écran qui est en face de vous. Et donc qui est pratique question ergonomie. Mais l'écran que j'ai préféré pour ma part, ça je vous montre une vue de face, quand vous regardez à travers ce bras en C. Mais je vous montre le positionnement que j'ai préféré, c'est avec l'écran plus proche, parce que ça me donnait l'impression de regarder comme à travers un binoculaire, c'est-à-dire à une distance un peu plus habituelle, et avec la netteté, la facilité d'intervention, mais également avec la possibilité d'avoir la profondeur de champ que vous voulez, et puis c'est avec les lunettes 3D que vous voyez opérer ici. Alors il y a un mode enseignement, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est numérique, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur l'écran, notamment annoter, dessiner, et c'est projeté dans le binoculaire de votre assistant, de votre interne, qui va pouvoir suivre des consignes. Donc c'est probablement ce genre de microscope qui vont intégrer tous les hôpitaux universitaires à l'avenir, parce que c'est d'une grande utilité. Bon, il y a un mode pour la rétine également. Je vous passe cela pour aller directement sur les chirurgies même et vous montrer ce que ça donne au bloc opératoire. Donc une qualité d'image qui est au moins aussi bonne que la qualité d'image des microscopes classiques. Et en plus de cela, on peut imaginer que comme c'est numérique, on peut avoir un temps de latence. C'est ce qui était présent dans les premières versions de ce genre de microscope. Là, il n'y a pas du tout de temps de latence. Vous voyez en direct et sans délai ce que vous faites. Vous voyez aussi mon positionnement ici. Donc, j'ai l'écran très rapproché, les lunettes 3D, et donc une position un peu plus ergonomique de mon dos et de mon cou. Bon, je vous passe la chirurgie de cataracte, qui est une chirurgie plutôt classique, rien de particulier. Mais vous voyez qu'on a une bonne rétroillumination, qu'on voit bien tout ce qu'il faut voir dans le segment antérieur. J'ai réalisé plusieurs types d'interventions, une cataracte, des implants FAC, une greffe de cornée. Je vais vous montrer au niveau de la greffe de cornée ce que ça donne, parce que ce qui dit numérique, qui dit également que vous pouvez faire toutes les projections, vous pouvez mettre tous les filtres que vous voulez. Si vous avez besoin d'être en noir et blanc, vous pouvez. Si vous avez besoin de voir un peu plus du bleu,
vous pouvez, etc. Et donc, dans la greffe endothéliale notamment, lorsqu'on utilise la coloration bleue, on a besoin de mettre un peu plus en évidence le bleu, et vous pouvez justement renforcer ce filtrage-là pour que ça soit plus visible. Je vais avancer un peu plus rapidement, mais vous voyez que ça, voilà, c'est au niveau de par là. Bon, c'était une chirurgie un peu complexe également. Vous aviez déjà vu, pour ceux qui étaient là ce matin, la technique de scaffold. On va faire passer des fils de suture de problème 10-0, parce que sur un œil vitrectomisé, on a une chambre antérieure qui va rester profonde. Ça permet un peu de réduire la profondeur de la chambre antérieure pour faciliter le déroulement du greffon. Et là, vous allez voir, dans quelques instants, je vais renforcer à l'aide du filtre la coloration bleue pour mieux, voilà, c'est maintenant pour mieux visualiser ce greffon. Donc, s'il est marqué en S, ça permet de également mieux le voir si jamais on est sur des cornées un peu plus opaques. Voilà, et donc là, pour la trépanation, par exemple, on peut mesurer la taille de la trépanation qu'on veut faire, la projeter sur l'image et donc adapter. Alors, ça, c'est ce qui est déjà présent aujourd'hui. Et puis, l'avenir, ça va être l'OCT qui va être embarqué dessus, avec potentiellement la topographie qui sera dessus également. Donc, vous pouvez imaginer toutes les ouvertures que ça peut faire si vous avez ça en direct dans votre bloc opératoire de demain. Merci. Alors, je suis très heureux de vous parler. Je suis, moi, ingénieur, donc pas du tout chirurgien. Et donc, je vais vous présenter effectivement un concept qu'on défend fortement et qui nous semble important. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est avec moi-même. Et donc, pourquoi l'innovation frugale ? C'était pas parce que c'est à la mode, et c'est vrai que ça le devient, mais c'est parce que on pense que c'est important. On est sur ce projet-là depuis très longtemps maintenant, donc c'est pas une question de mode. Notre but, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des préoccupations. Donc, l'humain, c'est aussi bien vous que le patient. Alors, ça peut paraître bizarre pour un ingénieur ou un technologue, puisque effectivement, je vais m'échapper de ma technologie pour aller vers l'humain, mais ça nous semble particulièrement important. Et pour faire ça, on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Alors, vous avez un exemple ici que j'aime beaucoup, qui est l'Aravind Eye Care en Inde. Donc, c'est quand même un endroit où ils font 240 000 procédures de cataracte par an, donc c'est pas rien. Vous pouvez voir qu'ils ont un bloc très bien équipé avec de magnifiques microscopes. Mais il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est leur brancard. Ils se sont vraiment focalisés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la cataracte et l'œil. Et le brancard, c'est 2 bambous avec un tissu entre les deux. Parce que de toute façon, le patient va rester un quart d'heure sur ce brancard et c'est pas grave. Et donc, c'est là la frugalité. C'est ce genre de schéma qu'on cherche. À droite, vous avez l'utilisation d'un smartphone pour faire, je présume, un fond de l'œil. Là, c'est vous qui me direz. Et de nouveau, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Donc, il faut qu'on redevienne ingénieux. Pour un ingénieur, c'est intéressant, pour qu'on puisse permettre justement à tout le monde d'avoir accès à cette technologie la plus avancée possible. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Tout bêtement, on va essayer d'utiliser le principe qu'on appelle JUGAD, qui est en fait un terme hindi pour dire frugal, simple. Et il y a un certain nombre de principes là-dedans, j'en ai tiré quelques-uns, en particulier chercher les opportunités dans l'adversité. Alors ça, c'est important. On a tous vécu le fait que les plus grands progrès qu'on faisait, c'était en général dans nos erreurs ou dans nos difficultés. Et donc, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Au contraire, c'est l'endroit où on va pouvoir réussir. Il faut faire mieux ou plus avec moins. Donc, ça, c'est assez classique. Penser out of the box, donc comme disent les Anglais, c'est-à-dire essayer de regarder en dehors de nos façons de faire habituelles. Viser la simplicité, mais sans concession sur la qualité. Donc, on ne cherche pas à faire du low cost. C'est vraiment, la frugalité n'a rien à voir avec le low cost. Et suivre son intuition, parce que ça, on oublie de le faire, et c'est souvent la bonne façon de faire. Donc, vous avez des exemples à droite, là. Quelqu'un qui a inventé le transport frigorifique adapté au désert. Effectivement, vous prenez un 38 tonnes, vous le mettez dans le désert, il est très bien sur nos routes à nous, et il ne fait strictement rien là-bas, parce qu'il va commencer par s'ensabler. Alors que ce brave homme, avec son chameau et ses panneaux solaires, il a répondu au problème. De la même façon, là, c'est GE qui a développé un échographe portable pour l'Inde, en l'occurrence, à $5 000. Et donc, pour arriver à s'en sortir, il faut partir du problème, d'un vrai problème, et de se focaliser uniquement sur ce problème. Donc, en l'occurrence, pour nous, ça va être le capsulorhexis, qu'on va essayer de faire sans modification du flux, ni perte de temps. Alors, le besoin, il est simple. Vous voulez découper, en tout cas c'est tel que je l'ai compris, un cercle parfait de 5 mm dans la capsule. Et c'est uniquement ça. Il y a un certain nombre de contraintes, évidemment. Vous voulez le faire sans modifier votre bloc. Il faut que ça soit donc compact, mobile, autonome, si possible, et éventuellement, et ça sera important, abordable, c'est-à-dire le moins cher possible. Donc, en gros, ce que vous voulez, c'est avoir les performances des flax femtosecondes, mais avec la simplicité de la pince à Rexis.
Alors c'est ce qu'on a essayé de faire, donc c'est l'exemple que je vais vous montrer, mais évidemment on peut utiliser la frugalité pour un tas d'autres choses avec notre système qui s'appelle Helix, RX par exemple, pardon, sa société s'appelle Helix, enfin la gamme de produits s'appelle Helix, et donc vous avez là, alors est-ce que ça va démarrer? Oui, vous avez là en fait notre système, donc qui est installé à Nantes actuellement pour nos investigations cliniques, qui fait donc juste une découpe du Rexis par laser femtoseconde, et vous voyez là l'extraction de ce fameux Rexis avec un cystotome. Donc effectivement, on a fait une découpe, c'est tout ce qu'on a fait, et on s'en est arrêté là. Donc c'est un laser femtoseconde, parfaitement portable. C'est le premier que vous pouvez mettre entre vos mains. Et entre vos mains, c'est important parce que vous avez des mains qui sont particulièrement habiles, et donc il faut les garder. Donc c'est une technologie femtoseconde pour tous. On a un capsulorhexis qui est fait en 20 millisecondes, donc très rapidement. Il est compact, il est sur roulette, il est à batterie, donc il tient la journée là, facilement. Il s'intègre évidemment naturellement dans votre flux. Et c'était le but quand même, il arrive à un coût qui n'a rien à voir avec celui des flax, notamment plus faible. Donc la sobriété, on pense, nous, côté ingénieur, que c'est un concept d'avenir qu'on peut appliquer à un tas de domaines, qu'il faut assister le chirurgien et pas chercher à le remplacer. Et ça, pour nous, c'est important. Et donc ça se fait dès la conception. Donc typiquement, vous vouliez faire un rond, on fait un rond, mais on ne fait rien d'autre. On ne peut pas découper une forme de pétale de marguerite, si vous avez envie. On ne fera que le rond, parce que c'était ça le problème. Donc pas de scanner complexe, pas de système d'OCT, parce que les chirurgiens ont des yeux et qui marchent bien. Une interface courbe, mais sans succion pour aller le plus vite possible. Et typiquement un déclenchement du tir que vous gardez entre vos... Alors, ce n'est pas entre vos mains, en l'occurrence, c'est aux pieds, parce que c'est ça que vous voulez faire. Donc là, vous avez la pièce à main à droite, là, que vous tenez entre les mains, posée sur l'œil. Et on permet le changement, mais sans imposer le changement. C'est-à-dire qu'on va se glisser dans vos habitudes. Et ça, c'est la frugalité d'usage, et c'est particulièrement important. Donc, sans perturber le flux, en amont de l'ouverture du globe, en l'occurrence, puisqu'on passe à travers la cornée, il n'y a pas besoin d'ouverture le globe. Donc, en l'occurrence, François Lignereux, qui a fait des investigations cliniques, faisait les découpes laser en dehors du bloc. J'aurais tendance à dire dans un couloir, mais ce n'était pas un couloir, dans un salle pré-op, je crois. C'est évidemment compatible, puisque c'est vous qui allez décider comment vous allez l'utiliser. Et il y a une courbe d'apprentissage, puisque ça reste un usage manuel. On rigole en disant que nous, on est la seule entreprise digitale, puisque c'est entre vos doigts, c'est le mot digital, mais sans numérique, puisqu'il n'y a pas la moindre trace de logiciel dans notre affaire. Donc c'est manuel, il y a une courbe d'apprentissage. Ceci dit, elle va être très courte, puisque le fameux rond, le Rexis, c'est la machine qui le fait pour vous. Donc merci. Merci beaucoup. Good morning. Thank you so much for a nice invitation. I am happy to share my experience with you all about corneal allograft inlay. Today, there is a big gap in emmetropic presbyopic patients. We cannot recommend any operations to them very safely without less side effect. In the past, there were a lot of experience with synthetic corneal inlays, and outcomes were not very perfect. So today, alternatively, allograft corneal inlays with safety and with better results are possible. As you see here, there is a lenticule, very small, tiny, and very thin membrane, and we can again reshape this lenticule before implanting under the flap. This is a corneal tissue, and when we make laser over the tissue, it is ready to use within 2 years. As you see, there is a packaging here, like biologic contact lens. You can take this package, you can store these packages in your clinic, and it is ready to use. And this is really big safety and big innovation, because after this surgery, emmetropic patients may be independent from their glasses. I'm happy for opportunity. We made first clinical trial in the world with this intracorneal lenticules. First, we elevated flap, as you see, and then this is typically LASIK flap. And then after flap elevation, there is a invisible lenticule in this circle. It is not easy to carry and to see this lenticule, but we can carry this lenticule without forceps this ring by using surface tension of the water, and just take this from the water, it is immediately in this ring. And then, as you see, very good attached lenticule.
we are closing the flap. This is just 3 minutes. There is no side effect. It is reversible. Learning curve is also very short and very advantageous for patients. Le travail a été fait par Lilith Voskanian en Arménie. L'idée est d'interposer un dispositif entre la sclère et le corps ciliaire pour lever le principal obstacle à l'écoulement uvéoscléral, qui est ce contact, sans entrer dans la chambre antérieure, ni créer de filtration sous-conjonctivale à l'aide d'un implant en acrylique hydrophile. Les trabéculotomies, les stents trabéculaires, les implants avec cyclodialyse sont donc tout à fait différents de cet implant-là, qui, encore une fois, n'entre pas dans la chambre antérieure. Cette première étude clinique a été faite sur 42 patients, le même nombre d'hommes et de femmes, angle ouvert, Schaeffer 3-4, non opérés antérieurement, avec des rapports C sur D qui allaient de modéré à sévère. Vous voyez donc qu'il s'agit de véritables glaucomes. Le premier groupe, PIO préparatoire 23.7, 2 traitements, un seul implant. Le deuxième groupe, même type de patient, paramètres à peu près comparables, 2 implants l'un sur l'autre pour voir si l'augmentation de l'épaisseur de l'interposition pouvait modifier les résultats. La technique chirurgicale est assez simple. 2 mouchetures conjonctivales, on est très précautionneux vis-à-vis de la conjonctive, on y touche le moins possible, c'est le support de l'élimination post-opératoire de l'humeur aqueuse. 2 incisions sclérales, une injection de visqueux pour s'assurer de l'absence de contact et permettre de glisser l'implant avec une pince à membrane rétinienne entrée par la plus petite incision. L'implant, il est flouté pour des raisons de propriété intellectuelle. Il est donc tiré, mis en place très facilement. C'est presque terminé. Il suffit maintenant de mettre des incisions, 2 incisions sclérales sur la plus grande incision, 2 sutures sclérales, sur la plus grande incision, une incision sur la plus petite. On ferme la conjonctive. On fait très attention à bien fermer la sclère pour empêcher toute possibilité de filtration sous-conjonctivale. Les résultats à 2 ans du premier groupe de patients, vous voyez que l'abaissement tensionnel est stable, il n'y a pas de variation entre J30 et 2 ans, avec une PIO diminuée de 33%, une diminution de traitement de 85%, et 86 patients sont sans traitement. La pression maximale est à 20, la pression minimale est à 12 et il n'y a aucun problème en ce qui concerne la sécurité. Quand on combine les 2 études, et tous les patients de la deuxième étude n'ont pas encore été vus à 2 ans, on a donc ici 23 patients, pression moyenne à 15,5, 84% de diminution des traitements, 78% des patients sont sans traitement et le même nombre est à moins de 18 mm de mercure à M24. Voici donc la même courbe, les mêmes répartitions des pressions et vous voyez la diminution de prescription de médicaments entre le pré- et le post-opératoire. Les résultats fonctionnels sont excellents et stables, évidemment pas de modification en gonioscopie, une très sensible amélioration de la qualité de vie qui est due évidemment à l'arrêt du traitement. Quelles sont les voies possibles d'écoulement? Comment est-ce que ce dispositif un peu bizarre peut-il fonctionner? Est-ce par la voie lymphatique, supraciliaire ou intrasclérale et scléroconjonctivale? Pour la voie lymphatique, on peut dire oui, surtout dans la période post-opératoire immédiate. Vous voyez en haut une veine lymphatique, enfin un vaisseau lymphatique, et à J7 ou à M3, de la lymphe présente avec l'humeur aqueuse dans l'espace supraciliaire et suprachoroïdien. La voie supraciliaire et suprachoroïdienne, voici 2 exemples à J1 et à M3, avec la persistance de cet écoulement autour et
en arrière de l'implant, que ce soit encore une fois à J7 ou plus tardivement à 3 mois. Donc, plusieurs voies indiscutablement sont possibles à différents temps d'intervention, la voie lymphatique, supraciliaire et suprachoroïdienne, intrasclérale et scléroconjonctivale. Très important aussi de noter qu'à M24, il n'y a pas de déplacement de l'implant. Dans cette première étude, il a été suturé à la sclère. Dans une deuxième étude, qui est pour l'instant seulement à 6 mois, où l'implant n'est pas suturé, il n'y a pas non plus de déplacement. Et vous voyez aussi qu'il persiste une filtration supraciliaire à 2 ans et qu'il n'y a aucun enquistement, aucune hypericogénicité autour de l'implant. Ce travail est une preuve de concept. Il est possible d'abaisser chirurgicalement la pression sans entrer dans la chambre antérieure, sans risque pour l'endothélium, sans filtration sous-conjonctivale avec toutes les complications que vous connaissez, à un niveau satisfaisant pour la neuroprotection et surtout en utilisant les canaux physiologiques d'élimination de l'humeur aqueuse. Je vous remercie. Merci Philippe pour cette belle présentation. Donc, nous avons quelques minutes pour discuter. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des présentations de ce premier volet de la session innovation? Bon, moi, j'ai une question pour Philippe. Philippe, c'est une chirurgie donc quand même qu'on ne met pas dans toutes les mains. Non, à le voir, nous on s'est dit, là, on est quasiment donc plus on regarde la choroïde avec on a vu la petite dispersion de pigments, donc on se dit qu'il faut quand même une main aiguisée. Je suis très frappé de ces questions sur ce qu'il faut faire. Enfin, les ophtalmologistes chirurgicaux, ils sont à bac plus 12 ou plus 15 aujourd'hui. Est-ce que faire une incision sclérale au-dessus du corps ciliaire, il n'y a pas du tout de dispersion de pigments sur le corps ciliaire. Le corps ciliaire ne saigne pas, c'est la sclère qui saigne. Excusez-moi d'avoir posé la question. Vu d'ici, on s'est tous dit ici, avec nos 12 ans d'études, que waouh, c'était quand même une vraie chirurgie, par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, si vous trouvez que c'est tous fastoche, bah ouais, c'est bon. Voilà. Bon, désolé pour la question, Philippe. Alors, y a-t-il d'autres questions sur écoutez, les autres formes d'innovation? Bon, vous avez vu que c'est une ouverture vers l'innovation, donc par excellence, on ne sait pas tout. Un micro là, Serge. C'est intéressant la frugalité en chirurgie de la cataracte notamment, mais j'ai pas bien compris, si ce n'est l'espèce de mystification qui a été induite par l'arrivée des femtosecondes sur la nécessité absolue de faire un capsulorhexis au compas de 5,4 mm, ce que d'ailleurs tous les chirurgiens savent à peu près faire. Et comme je dis toujours, si l'assurance maladie nous donnait un bonus de 200 € à chaque fois qu'on fait un capsulorhexis parfaitement rond et de bonne taille, je pense que dans 99% des cas, on aurait le bonus si on s'applique. Alors, je sais pas, je vois pas l'intérêt des machines. C'est une bonne remarque. Je pense que ça fait quand même référence à un besoin qui remonte souvent de perfection quand on veut mettre des implants qui maintenant sont plus trop appelés premium, qui étaient premium. Donc ça concerne surtout les toriques. Ça concerne aussi les multifocaux, les ZOF, etc. Donc on rentre quand même dans une exigence de perfection. Et bon, même les chirurgiens guéris ont toujours parfois quelques cas où dans le programme opératoire, ce n'est pas parfait. Encore une fois, ce n'est pas un outil à mettre dans les mains de tout le monde, puisqu'il faut ressentir le besoin. Et ça peut mettre aussi le pied à l'étrier à pas mal de jeunes chirurgiens pour passer ce step d'apprentissage du capsulorhexis, qui est quand même le step le plus difficile au début, je pense, un des steps les plus difficiles. Donc ça, je pense que ça va trouver son public, peut-être pas partout, mais en tout cas la frugalité du concept nous permet de répondre à une certaine demande. Donc on est parti sur cette idée-là, mais je te remercie pour ta question. Finalement, la question parallèle, c'est est-ce que la cible, ce sont nos pays où on a les simulateurs, où le geste est contrôlé, d'autant qu'on sait aussi que le centrage, la forme du rhexis ne conditionne pas forcément son bon positionnement dans le sac, mais on se dit, est-ce que c'est peut-être pas plus une cible sur les pays à gros volume où il manque terriblement de chirurgiens que ça pourrait être aidant en termes de cible et de modèle visé. C'est peut-être d'autres parties du monde qui pourraient être intéressées.
Je pense vois que François qui on lève opine. le verrou, Donc, quoi. Si tu veux répondre, François, hein, viens au podium. Mais on lève un verrou qui est le verrou du problème médico-économique. Et puis après, on verra effectivement si il le demande. Est-ce que sont-ils demanding? On verra bien. Et David, quoi qu'on fasse, le laser restera toujours plus précis, comme tu l'as dit, plus précis, plus reproductible, même parmi les meilleures mains possibles. Aujourd'hui, ce qui limite sa diffusion et sa disponibilité, en tout cas en France, c'est le coût. Tout à fait. Dans d'autres pays européens, ça existe, on l'utilise plus régulièrement. Et petit à petit, quand on commence à l'utiliser, on sent quand même que même chirurgien, on est plus confortable d'avoir ça que d'avoir à le faire manuellement. Oui. Donc, pouvoir avoir quelque chose avec un coût plus réduit sera sans doute utile. Bien sûr, tu as raison. François, peut-être nous donner les retours qu'on a eus, parce qu'on a été voir un peu des key opinion leaders, on leur a demandé un petit peu, on a fait une étude de marché, bien sûr. Et donc, il y a un retour assez étonnant. Je pense que, ce qui est tout à fait juste, c'est qu'en aucun cas, il faut penser que ce système ou d'autres systèmes laser vont remplacer l'intégralité des chirurgies. Il restera 90% ou 70% des gens qui continueront de faire à la main, et vous le faites très bien. Il y a aussi des gens où c'est plus compliqué, des endroits où c'est plus compliqué. Donc, si vous pouvez y avoir plus de médecins qui le font peut-être moins souvent, donc qui n'arrivent pas à avoir cette gestuelle. Et moi, il ne faut pas me demander de faire un capture X, pourtant j'y arrive avec notre machine. Bon, je ne fais pas le reste de l'opération. Donc, c'est un complément, en fait. Il faut vraiment le voir comme un complément. Et l'innovation frugale se veut comme un complément. C'est pas du tout, on ne va pas remplacer les choses. On n'ira pas sur la Lune avec de l'innovation frugale. Par contre, on pourra peut-être aider un certain nombre de gens. Et je suis d'accord qu'il y a des pays où, pour l'instant, à part reformer beaucoup de jeunes, et ça, c'est pas simple, on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, si on pouvait aider, c'est effectivement un but. C'est difficile de dire dès maintenant où est-ce que ça va s'installer, et on le verra dans le futur.